Bonjour, bienvenue sur Riviera Trouble. Dans cette vidéo, je vais défendre les Russes et dénoncer quelque chose d'absolument dégoûtant. C'est le racisme anti-russe. Tous les racismes sont à rejeter, mais en quoi le racisme anti-russe est-il particulièrement répugnant? Les personnes racistes, elles considèrent qu'il y a des races qui sont supérieures aux autres, et évidemment c'est la race à laquelle ils appartiennent. Vous avez aussi des gens qui sont racistes tout simplement parce qu'ils n'aiment pas les gens qui sont d'une autre race que la leur. Mais le racisme anti-russe est basé sur les pires caractéristiques qu'on peut attribuer à un groupe humain. Les hommes sont considérés comme de parfaits alcooliques, ils sont idiots, ils sont dégénérés, ils sont violents, ils sont mafiosi. Concernant les femmes, c'est unique dans l'histoire de l'humanité, et je dirais même que c'est unique dans l'histoire du racisme. La femme russe est considérée comme une prostituée. Quand on dit une jeune femme russe, on sous-entend tout de suite une call girl ou une femme qui veut se marier avec un vieux pour son argent. Prononcez les prénoms Natacha, Tatiana, et vous verrez s'épanouir autour de vous des sourires salaces et imbéciles. On a atteint des summums dans le manque de respect à un peuple. Autant l'URSS, après 40 ans de guerre froide, on avait une autre image du russe. C'était un homme impassible, ne riant jamais, sans aucun sentiment, peut-être un peu espion, peut-être un peu appartenant au KGB. Quant à la femme, on la voyait aussi un peu espionne, mais toute dévouée au parti communiste, malgré sa beauté et son charme slave. Et pour les femmes du peuple russe, on éprouvait une très grande admiration, parce qu'elles accomplissaient les mêmes travaux de force que les hommes sur les chantiers, à l'usine ou dans les mines. Comment se fait-il que la chute de l'URSS ait changé à ce point notre façon de voir les Russes? Après la fin de l'URSS en 1991, Boris Eltsine est devenu président de la Russie. Suivant les théories économiques ultralibérales, il va appliquer à l'économie de la Russie la thérapie de choc. Privatisation de toutes les entreprises étatiques, libéralisation de l'économie, des marchés, libéralisation des prix et ouverture du marché russe aux entreprises étrangères. Le résultat est catastrophique. Inflation de 1000%, chute du rouble, hausse du chômage, pillage de toutes les richesses de la Russie par les oligarques qui sont des anciens dirigeants soviétiques et qui profitent du chaos pour acheter à crédit et revendre pour des milliards des pans entiers de l'économie russe aux pays occidentaux. Par la suite, ils s'exilent à Londres, en Suisse, sur la Côte d'Azur pour y dépenser leurs milliards. Le PIB est divisé par 2 en 10 ans. La Russie devient un pays pauvre. Les criminels de l'Ouest, ils vont vite se mettre en cheville avec les criminels de l'Est. Et pour les réseaux de proxénétisme, pour l'industrie de la pornographie et de la mode, c'est le jackpot. Des dizaines de milliers de jeunes femmes blondes pauvres à exploiter. Les Américains, pour qui tout est à acheter et tout est à vendre, vont créer des réseaux d'agences matrimoniales pour mettre en contact des femmes russes qui souhaitent fuir le chaos de leur pays et fonder une famille dans un pays civilisé avec des Américains écrasés par le féminisme des Américaines et qui cherchent la soumission supposée de la femme russe. Mais au lieu de mettre en avant tout ce qu'il y a de pathétique chez ces hommes, on va créer le mythe de la femme russe vénale. Il faut vraiment comprendre que toutes ces jeunes femmes de l'Est qu'on retrouve dans la prostitution, dans la pornographie, ne sont pas libres. La pauvreté les a poussées dans des réseaux qui les exploitent et qui les tiennent par la violence et la drogue. Est-ce que vous pourriez dire que les enfants thaïlandais ont envie de coucher avec des vieux pédophiles bedonnants qui viennent d'Europe? Je crois pas. Est-ce qu'on dirait que tous les enfants thaïlandais ont envie de coucher avec des vieux? Je crois pas non plus. C'est la même chose pour les femmes de l'Est. Les trafics d'armes se multiplient avec la désintégration totale de l'armée rouge et l'émergence des mafias. L'alcoolisme, qui est déjà un très vieux problème russe, connaît un renouveau formidable. Ainsi, dans les années 90, l'incroyable, le formidable tremblement de terre qui va mettre fin à cette dictature de 70 ans va ancrer dans la tête des Occidentaux les clichés dégradants sur les Russes. Prostitution, mafia, vodka, irrationalité et inefficacité. À tous les coins de rue, on peut acheter une Kalachnikov, on peut acheter une bombe atomique dans la rue pour $1000. Et autres âneries du même genre. Mais comment ce racisme a-t-il pu se développer et prospérer aussi facilement dans notre pays? Premièrement, le racisme anti-russe n'est pas tabou. Beaucoup de Français sont racistes, mais heureusement, le racisme est devenu un tabou. On ne peut plus se moquer ouvertement des Arabes, des Noirs et des Asiatiques. Mais pourquoi le racisme anti-russe n'est-il pas tabou?
Les intellectuels de gauche français, qui sont les gardiens et les dépositaires de notre morale, sont les personnes les plus sectaires au monde. Ils définissent doctrinalement ce qui est bon et ce qui est mauvais. Les Russes, qui ont attiré la sympathie par leur combat pour gagner la liberté, sont devenus franchement antipathiques aux gens de gauche en faisant ressortir du placard les icônes, les popes, les églises, une morale et des manières conservatrices pour nous. Garder les vieilles manières, suivre des principes anciens était une insulte pour la gauche débraillée. Quand Vladimir Poutine reprend le pays en main en 1999, remettant en avant les valeurs viriles, les valeurs militaires, et il interdit les gay pride, alors là, c'en est vraiment trop pour nos intellectuels. Ils ont tranché, le russe se comporte comme un fasciste, on peut donc le dézinguer à vue. Deuxièmement, nous subissons l'influence américaine. En 1991, quand l'URSS disparaît, les USA voient la Russie avec ses réserves de matières premières inépuisables, ses 140 millions d'habitants, comme un Eldorado pour leurs multinationales. En accompagnant le chaos, en stimulant la corruption, en profitant des faiblesses d'Helsinki, les USA pouvaient piller leurs anciens ennemis et les convertir à la culture consommériste populaire américaine. Le choc est trop violent pour la Russie et permet à un homme comme Vladimir Poutine de prendre le pouvoir. Les USA ne pardonneront pas ce rejet de leur impérialisme économico-culturel. Ils vont créer un état de guerre larvé avec la Russie en s'opposant ouvertement à elle, en laissant croire que la Russie veut envahir l'Europe de nouveau et en relançant une course aux armements. Pour discréditer la Russie, les Américains vont utiliser leur soft power. Hollywood, qui est une machine de propagande beaucoup plus puissante que vous ne le pensez, va travailler le personnage du russe. Les méchants de tous les films deviennent tous russes et tous les Russes sont des mafiosi. Dès qu'une jeune femme est vénale, elle a l'accent russe. Par exemple, dernièrement, j'ai revu le deuxième Batman de Christopher Nolan et le héros, Bruce Wayne, qui est un milliardaire, part en croisière avec toutes les danseuses du ballet russe, dont il a acheté toutes les places du concert. On voit toutes ces danseuses classiques en bikini sur un yacht, comme si ces danseuses du ballet russe n'avaient pas de famille, comme si ces danseuses étaient à vendre au premier milliardaire américain venu. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très révélateur. Pourquoi ces danseuses sont-elles russes? Pourquoi pas américaines ou d'un autre pays? La propagande américaine fonctionne très bien. Et en France, tous les gens de droite qui ne jurent que par les États-Unis ont peur de la Russie. Ils ont peur que la Russie redevienne aussi puissante et aussi belliqueuse que l'URSS et ils se joignent à la russophobie. Mais qu'en est-il réellement des Russes? Il est vrai que les Russes semblent avoir abandonné cet idéal de démocratie pour laquelle ils se sont battus au début des années 90. Mais quand vous fantasmez pendant des années sur l'Ouest, la liberté, la démocratie, et que l'Occident ne se présente que comme un pilleur qui profite de votre faiblesse pour vous voler, qui se moque de votre culture, vous vous défendez. Pour se protéger, les peuples se placent derrière des régimes et des hommes forts. Et beaucoup de Russes considèrent Vladimir Poutine comme un rempart. Alors on va au fin fond des campagnes russes pour filmer des mecs bourrés qui font n'importe quoi. On fait des compiles, on met ça sur YouTube et puis on veut nous faire croire que les Russes sont tous des fous furieux et des dégénérés. Les Russes sont un peuple intelligent. On ne compte plus leur contribution au domaine de la science, de la médecine, de l'aéronautique, de l'astronautique. Les enfants russes apprennent à jouer aux échecs à l'école. Il y a 100% d'alphabétisation en Russie. Les écrivains, les peintres, les musiciens russes sont parmi les plus prestigieux au monde. Regardez ce paradoxe, on veut nous faire croire que les Russes sont des imbéciles, et en même temps on dit que leurs hackers peuvent pénétrer n'importe quel réseau et qu'ils arrivent même à perturber les élections présidentielles américaines. D'un point de vue militaire, on considère toujours que les Russes, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont battu les Allemands uniquement grâce au froid et à leur sacrifice aveugle. Pourtant, les états-majors soviétiques ont développé la théorie militaire de l'art opératif et la mettent en œuvre en juin 1944 lors de l'opération Bagration qui pulvérise la Wehrmacht. L'art opératif soviétique est encore étudié dans toutes les écoles de stratégie militaire du monde. Je suis allé en vacances à Saint-Pétersbourg il y a quelques années et dans les guides touristiques, on me promettait des Russes ronchons, fermés et pas aimables. Mais quelle erreur! J'avais appris l'alphabet cyrillique pour pouvoir prononcer les plats au restaurant, j'avais appris à dire bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, compter jusqu'à 10 en russe. Partout, j'ai été reçu avec chaleur et courtoisie. J'ai découvert un peuple très souriant et très accueillant. Dans la rue, vous croisez des hommes et des femmes qui sont très beaux, athlétiques, élégants, qui se déplacent avec noblesse.
Et puis d'abord, c'est injuste cette russophobie. Dans l'histoire, il n'y a aucune raison pour que nous soyons ennemis avec les Russes. Il n'y a eu que 2 guerres entre les Français et les Russes. Il y en a une qui est très peu connue finalement dans le grand public, c'est la guerre de Crimée de 1853 à 1856, et elle a surtout laissé des noms célèbres dans la capitale comme Sébastopol, Crimée, Malakoff et l'Alma. Et la campagne de Russie de 1812 qui a beaucoup marqué les esprits français, surtout pour la retraite de Russie et le passage de la Bérésina, qui est devenu chez nous synonyme de catastrophe totale. C'est Napoléon qui a pris la décision d'attaquer la Russie, car le tsar Alexandre Ier avait décidé de ne plus appliquer le blocus continental contre l'Angleterre. Il n'y a pas eu d'animosité entre les peuples français et russes. En 1892, la France et la Russie signent l'alliance franco-russe, qui disparaîtra avec la révolution bolchevique de 1917 et qui laissera comme trace à Paris le pont Alexandre III. Sans parler de réactiver une telle alliance, je trouve qu'il ne serait pas idiot de se rapprocher de temps en temps de la Russie pour mettre un peu de pression sur nos soi-disant alliés, sur nos soi-disant amis qui ne nous respectent pas toujours. En conclusion, stop au racisme anti-russe, stop à la russophobie. Par respect pour les Russes qui sont un peuple noble et intelligent, et par respect pour nous-mêmes, quand on compare la femme russe à une prostituée et qu'on fait des blagues là-dessus, on se rabaisse au rang de balourd et de bof. Se moquer toujours des Russes, c'est gober la propagande américaine à pleine bouche. Ça montre aussi que la société française, elle ne veut plus respecter les peuples qui sont restés attachés à leurs traditions et les peuples qui ont gardé un sentiment religieux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de la partager, merci de la liker. Surtout, n'hésitez pas à la commenter, évidemment. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Das Vidania.